J'aime pas tellement les définitions et les boîtes. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Les gens mettent les labels qu'ils veulent dessus, mais pourquoi pas. J'aime certainement explorer les frontières, oui. Je m'appelle Nathalie Cabrol, je suis astrobiologiste et directrice du centre Carl Sagan à l'Institut SETI en Californie, un institut qui étudie la vie au-delà de la Terre, la vie dans l'univers. Il était 3 heures du matin sur les genoux de ma maman, j'avais pas tout à fait 6 ans, et elle m'avait gardée réveillée parce qu'elle savait déjà que j'avais une passion pour les étoiles. On était comme la plupart du monde entier, on retenait notre souffle. Et on attendait que la porte s'ouvre pour que Armstrong descende. On a attendu longtemps, ça m'a paru long. Et puis oui, c'est à ce moment-là, je savais déjà que j'étais passionnée, que le ciel me posait des questions. Mais au moment où j'ai vu Armstrong descendre de l'échelle et poser le pied sur la Lune, ça a cristallisé quelque part dans ma vision. Ça m'a donné une manifestation de ce que je voulais faire. Alors, vous avez entamé des études. Et votre rêve, c'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi ne pas être, si vous étiez autant passionné par les planètes et par l'espace, vous rêviez peut-être d'être astronaute? J'avais ce rêve, effectivement. Alors, astronaute, c'est venu très rapidement aussi. En fait, j'ai écrit au CNES, j'avais 14 ans, ils m'ont demandé de rester à l'école encore un petit peu. Mais pour ce qui est d'être astronome, à l'époque, il fallait être bon en maths et en physique. Et ça je ne l'étais pas. J'étais très très bonne élève partout, mais je n'avais pas encore mûri dans cette direction. Pour moi, ça ne fonctionnait pas. Donc à ce moment-là, ça a été un peu un drame dans ma vie, parce que, évidemment, et ça c'était une grande philosophie dans le temps pour moi aussi, c'est de dire qu'on ne peut jamais prévoir le futur avec le présent. Parce que si à l'époque, l'astronomie, c'était les maths et la physique, ce que je n'avais pas encore découvert en moi, c'était mes propres outils. J'étais naturaliste de naissance, véritablement. Ça, pour moi, il n'y avait pas de problème. Et quelque part, à 10 000 km de la maison, il y avait un nouveau domaine qui prenait naissance, avec des noms comme Carl Sagan, avec bien d'autres, évidemment, et qui allait s'appeler l'astrobiologie. Et ça, ce serait le domaine pour moi, celui qui me permettrait de vivre mon rêve. Et votre rencontre avec le professeur Sagan? À ce moment-là, Carl était partout à la télévision avec la série Cosmos, bien évidemment. Alors, j'étais doublement contente parce que je me suis dit, c'est vraiment une chance, peut-être que j'aurai la chance même de l'apercevoir. Pour moi, ça n'allait pas plus loin que ça. Et puis, malgré tout, j'ai dit, qu'est-ce que je risque? Il y avait son adresse électronique. J'ai fait un petit message, je me suis introduite, je me suis dit, voilà, je suis une étudiante, j'avais fait ma maîtrise à ce moment-là. Je viens d'avoir ma maîtrise, j'aimerais pouvoir un jour faire ce métier. Est-ce que ça ne vous ennuierait pas de me donner quelques conseils? J'ai envoyé ça et puis j'ai dit, tu parles, je suis en France, il n'en a rien à faire, il ne me connaît pas, je suis une étudiante. 2 heures plus tard, je reçois un message de Carl Sagan qui me dit, on pourrait se parler par mail, mais ce serait quand même mieux de se parler en personne. Est-ce que vous seriez d'accord de me rencontrer à la conférence tel jour à telle heure? Alors voilà comment, le 10 novembre ou par là, j'ai rencontré Carl Sagan. Si je n'avais pas envoyé ce message, bien évidemment, j'aurais peut-être pu le rencontrer par accident dans la conférence, bien entendu. J'aurais fait en sorte d'essayer de l'attraper dans une salle. Mais là, c'était différent. Il prenait du temps pour me voir et pour me parler. Astrobiologiste, c'est une spécialité qui est assez récente. Et vous, en tant que femme, vous êtes peut-être la première femme astrobiologiste qui a pu exister? J'étais la première femme en France à avoir un doctorat qui s'occupait de géologie planétaire de Mars. Ensuite, l'astrobiologie naissait à peine, même si elle portait d'autres noms, mais elle n'était pas encore codifiée, dirons-nous. Elle est apparue en 1996 à la NASA, je venais d'y arriver. Et il y avait déjà d'autres personnes qui s'occupaient d'astrobiologie, mais j'étais au départ de ce domaine qui, depuis, s'est épanoui, comme vous savez. Souvent, on parle d'égalité, et moi, vraiment, ça m'irrite, parce que l'égalité, ça n'a rien à voir. C'est l'équité qu'il faut. En tant que directrice de l'Institut Carl Sagan, j'ai des dossiers qui arrivent sur la table. Et si vous me dites, tu vas prendre cette jeune femme parce qu'on a besoin d'avoir un quota de femmes qui atteint un tant de pourcents, le problème, il est à la base. C'est donner les mêmes chances
aux jeunes femmes et aux jeunes hommes de pouvoir avoir la même éducation et ensuite au talent, à la volonté, etc. Quand vous me présentez un dossier, c'est le meilleur qui l'emporte, mais ils ont eu les mêmes chances au départ. Le problème, c'est que le système éducatif ne permet pas d'éduquer les enfants d'une façon qui vont leur permettre de s'éclore à leur vitesse. Moi, j'étais nulle en maths et en physique toute mon adolescence. Regardez ce que je fais aujourd'hui. Et les maths et les physiques, c'est venu dans ma trentaine, simplement parce que j'avais besoin de toucher les choses et de les voir. Alors, quelles frontières? Parce qu'elles sont larges chez vous. Elles sont Ouais. hors de la Terre, mais aussi au plus profond de la Terre. Racontez-nous. De manière intéressante, la frontière qui m'intéresse le plus, c'est celle qui n'en a pas à nos yeux, c'est celle de l'univers, bien évidemment. Et puis aussi essayer de comprendre les frontières de la vie sur Terre, qu'on n'a toujours pas découvertes, essayer de chercher la vie dans les milieux extrêmes. Et puis essayer aussi de comprendre notre place ici sur cette planète et au milieu de cet univers. Donc essayer de rassembler un petit peu les éléments du puzzle. Petit à petit, on a essayé de comprendre si Mars par le passé était d'abord habitable, avant de savoir si elle était habitée. Et une fois qu'on a eu le sentiment que ça pouvait être le cas, alors on a envoyé les 2 rovers Spirit et Opportunité. Mais ensuite, quand Spirit et Opportunité ont été terminés, on a envoyé Curiosité dans un autre cratère avec des instruments plus performants, mais c'était toujours une recherche d'habitabilité et d'environnement. Et aujourd'hui, avec Persévérance, on commence à dire qu'on recherche un petit peu la vie, on a plus de possibilités instrumentales pour ça, mais ce n'est quand même pas véritablement une recherche de vie à l'heure actuelle. Ce qu'on espérait, c'est ramener les meilleurs échantillons possibles pour pouvoir les analyser ici en laboratoire. Donc, sur Mars, ça ne fait pas longtemps qu'on cherche la vie. Pour SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, ça fait seulement 60 ans qu'on a des radiotélescopes qui sont pointés vers le ciel. Les exoplanètes qui sont arrivées alors dans les années 90, ça, c'est plus difficile, on ne cherche pas la vie parce que c'est un petit peu difficile pour la simple et bonne raison, on ne sait pas ce que c'est que la vie d'abord pour commencer, on n'a pas de définition. On n'a aucune idée, même pour la vie sur Terre. Et ce qu'on essaye de comprendre, c'est si l'environnement de ces exoplanètes, avec les instruments qu'on a pour les étudier de loin, parce que là, pas question de ramener des échantillons pour le moment, elles sont beaucoup trop loin, est-ce qu'il y a un environnement qui pourrait, à la rigueur, abriter le type de vie que nous, on connaît. On est au début de cette recherche. Dans les faits, en ramenant ça dans un discours scientifique, c'est de dire que les observations et les données sont telles que ce serait véritablement stupéfiant si non seulement la vie n'existait pas ailleurs que sur la Terre, mais si elle n'était pas abondante. Maintenant, le type de vie, ça c'est autre chose, mais certainement une abondance de vie. Et d'autre part parce que il y a toujours cette notion de définition de la vie, on ne sait pas ce que c'est que la vie. Et aujourd'hui, il y a 2 courants qui ne sont pas opposés. Hein. Il y a ceux qui cherchent la vie avec cette notion d'origine de la vie, c'est-à-dire des environnements favorables, et puis ceux qui essayent de comprendre pourquoi la vie. Et pourquoi la vie, c'est la nature. Et d'un côté, on a la vie, c'est une chose, c'est un assemblage de molécules, et de l'autre côté, la vie, c'est un processus. Ça, c'est plus intéressant parce que ça nous donne une signature universelle. La chose qui est magnifique, c'est que ce rêve continue de se déployer au fur et à mesure que j'avance. Ce n'est pas une finalité. En fait, comme je dis toujours, ce n'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage qu'on fait pour y arriver. Et si vous faites de la bonne science, vous partez avec des questions, vous faites une expédition, vous ramenez les données et vous avez encore plus de questions. Donc vous êtes obligé de repartir et de continuer.